cette remarque pour les deux côtés de la table. Je vais vous proposer peut-être de faire un tour de table pour que vous situiez. Pour que vous situiez les différents participants à cette réunion. On va commencer par ce bord-ci. Aimé Cargueris, président de la Semaine du Golfe. Voilà, ancien. De l'association Semaine du Golfe. Parlementaire honoraire. Membre honoraire du Parlement. Voilà. Mais c'est plus chic. On se bouge pas tous les deux. Le Gérard Davoville, président du directoire d'organisation de la Semaine du Golfe. Denis Berthelum, maire de la Mormadène, une des communes concernées par la Semaine du Golfe, acteur majeur aussi dans la Semaine du Golfe depuis le début, et conseiller départemental. Marie-Hélène Stéphanie, maire de l'île d'Arc. Jeanne Lefebvre est adjointe à Sarzeau et bien impliquée dans la Semaine du Golfe depuis les ans. Bernard Jacob, maire de Sarzeau. Le maire de Lombrane. Magnifique. Philippe Bérigot, que personne ne connaît. C'est ici le maire de Lombrane. Pour venir à on te laisse te présenter, Philippe. C'est parti. Philippe Le Bérigot, donc le maire de Lombrane. Qui a fait le bateau de 3h30. Qui a fait le bateau de 3h30, ça vous est bien. Donc Pauline Bélenfant, membre du directoire, est chargé de ce qu'on appelle la coordination générale de la Semaine du Golfe. Myriam Sévé-Québec, maire adjointe, élue au Bono, bien concernée également par la Semaine du Golfe. Michel Janot, maire de Logmaker, donc tout à fait concerné aussi par la Semaine du Golfe et principalement par la grande parade du samedi. Marie-Jo Le Breton, conseillère départementale du canton d'Auray, dont je représente également le maire puisqu'il ne pouvait pas être là, et vice-président département délégué au sport. Thierry Verneuil, membre du directoire de la Semaine du Golfe. Michel Gillet, membre du directoire de la Semaine du Golfe, représentant le maire de Vannes également. Patrick Laloux, membre du directoire de la Semaine du Golfe. voilà, celui-là, président du conseil départemental et actionnaire principal de la Semaine du Golfe. Financière principale. Bien, alors nous allons parler à plusieurs voix et nous allons commencer par Gérard Davoville qui va nous présenter, pour simplifier, le problème que nous rencontrons. Merci, monsieur. Je serais tenté de dire merci, messieurs les présidents. Merci au président Aimé Cargueris, puisque édition après édition, l'association Semaine du Golfe nous renouvelle sa confiance pour l'organisation de cet événement. Et merci évidemment au président du département, puisque sans le département, principal actionnaire, il n'y aurait pas de Semaine du Golfe. Alors, nous avons au directoire pour politique, nous avons toujours eu pour politique de faire de la Semaine du Golfe un événement de très haute qualité, aussi bien en mer que sur terre. Je rappelle que la Semaine du Golfe, qui est née après la catastrophe de l'Erika, avait pour premier but de mettre en valeur notre environnement exceptionnel sans porter atteinte justement à cet environnement. Notre préoccupation, celle du directoire, c'est d'abord une préoccupation d'ordre maritime, et je dois dire qu'avec la préfecture maritime, nous arrivons à concevoir un événement qui apporte un maximum de sécurité, malgré la fréquentation que vous avez pu voir. Évidemment, il y a beaucoup de spectateurs qui viennent admirer la Semaine du Golfe, et de ce fait-là, nous avons des événements également à terre. Ces événements, aussi bien à terre que d'ailleurs sur l'eau, ces événements sont possibles parce qu'il y a autour de la Semaine du Golfe près de 4000 bénévoles, grâce à qui la Semaine du Golfe peut avoir lieu. Et si nous arrivons à l'organiser comme nous l'organisons, c'est bien sûr grâce à ces bénévoles. Ces bénévoles, qui représentent les 17 communes qui participent à la Semaine du Golfe, imaginent et réalisent des événements à terre en parfaite collaboration avec notre directoire. Cela dit, édition après édition, nous subissons des contraintes administratives qui sont toujours plus pesantes
et souvent à justification, on va dire, discutable. Et récemment, certaines de ces contraintes conduisent un certain nombre de bénévoles à abandonner des projets, dont il sera certainement question, et à abandonner des projets donc, qui devaient entourer la semaine du golf, et notamment le jour de la grande parade. Cette démobilisation dans certaines communes est pour nous un facteur absolument dramatique. Si ce mouvement devait s'amplifier, et j'en termine par cela, la semaine du golf perdrait véritablement son sens et se trouverait, messieurs les présidents, en grand péril. Bien, merci Gérard, merci Monsieur le Président, d'abord de nous recevoir ici, à l'hôtel du département, parce que, à partir du climat, il faut savoir quand même que la semaine du golf de Morbihan est née ici, sur la demande du président du Conseil général, de l'époque, Jean-Charles Cavaillé, et que nous avons mis en place. Il y avait à l'époque 14 communes qui étaient intéressées pour la mise en place de cette manifestation. Et je pense même que c'est dans cette même salle que les maires ont accepté de participer à cette manifestation avec deux mises en garde. La première, que cette manifestation se passe en dehors de la saison touristique parce qu'il y avait déjà assez de monde dans la saison, et la deuxième, qu'elle soit gratuite. Encore fallait-il qu'on puisse mettre en place tout un système, et donc on est parti sur, à l'époque, pour convaincre les gens, parce que il y avait aussi beaucoup d'interrogations de la part des maires, bien sûr, puisque quand on voyait le financement de certaines manifestations et les responsabilités, et donc on a réussi à convaincre les 14 maires de l'époque en disant, ben, écoutez, vous avez la possibilité, vous avez le besoin de montrer ce que vous avez de beau dans le golfe du Morbihan, essayez de trouver, de faire vivre vos associations. Et c'est pour ça qu'on a, comme dit Gérard, qu'on a aujourd'hui entre 3500 et 4000 bénévoles, tout simplement parce que les bénévoles sont intéressés par le financement de l'opération. Et les maires, bien sûr aujourd'hui, quand on voit comment sont financées toutes ces opérations sur le terrain, nos associations font des bénéfices par les repas, par les recettes qu'ils font, par les animations. C'était ça la mission qu'on leur avait donnée au départ. Et pourquoi ça marche aussi bien depuis presque 20 ans? C'est parce que on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Les associations sont intéressées, et les maires, il y avait encore un maire qui me disait l'autre jour, dans ma commune, j'ai 10 associations, et à chaque association, on leur a donné 7 000 €, ce qui fait 70 000 € qui ne sortent pas du budget communal pour faire vivre les associations. C'est ça notre, je dirais, Monsieur le Président, notre force de frappe. Or, cette force de frappe, elle est aujourd'hui remise complètement en cause, parce qu'on commence, sur la 10e édition, à voir un certain découragement de nos associations. On en reparlera tout à l'heure, et il est évident que si les associations n'ont plus d'intérêt, alors on a parlé d'abord de l'interdiction de faire des feux d'artifice. À la limite, c'était pas ça qu'on avait au départ dans notre esprit, mais on s'est rendu compte que les feux d'artifice gardent du monde, que les feux d'artifice servent en même temps à garder le personnel les spectateurs un peu plus longtemps, donc organise un certain lissage sur la circulation, évite les bouchons, et donc à la limite on pourrait le faire sans les feux d'artifice, mais s'il n'y a pas les feux d'artifice et s'il n'y a pas les repas et les réceptions qui vont avec, il n'y a pas le financement des associations, et à partir de là, bah, fatalement c'est une bougie qui s'éteint. Et c'est bien aujourd'hui notre crainte. Ça c'est une des premières craintes. Et puis, il faut dire quand même que pour mener une manifestation comme celle-là, on a besoin d'un soutien
mais solide sur les services de la préfecture qu'on a eu depuis 2001. On a réussi ces opérations parce qu'on avait en face de nous, à la préfecture, des gens qui, parfois, sur la réglementation, parce que la réglementation, parfois on était un peu borderline, mais on avait des gens solides, des gens intelligents avec nous, qui disaient l'important, c'est de réussir la manifestation. On voit tout l'impact économique. Et aujourd'hui, quand on revient sur les 3500, 4000 bénévoles, quand on voit dans le journal pratiquement toutes les semaines des comités des fêtes, messieurs les maires, qui démissionnent parce qu'ils ne trouvent pas de remplaçants, parce qu'ils ne trouvent plus personne pour les remplacer, on a là une action et un moteur de notre vie associative. C'était le but de l'opération. Alors, ce qui nous fait nous réunir aujourd'hui, et c'est pour ça que devant la crainte de ce qui se passe, j'ai appelé immédiatement le président du conseil départemental, puisque c'est lui le premier financeur de notre opération. Nous sommes aujourd'hui, je le dis très fort, dans l'incapacité d'appliquer les réalisations que nous demande la préfecture. D'abord, parce qu'on nous demande d'interdire les accès dans les îles. On nous demande moins de bateaux. Je ne sais pas comment on peut empêcher les bateaux de venir. On nous demande de régler un certain nombre de problèmes. Vous savez que l'association Semaine du Golfe, c'est 1,3 plein temps pendant les 2 ans. Ils sont là. 1,3 plein temps. Voilà, ça veut dire que je cherche 3, parce que c'est établi sur plusieurs personnes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si on s'en tient aux exigences de la préfecture, il n'y aura pas de Semaine du Golfe de 10e édition de la Semaine du Golfe. Voilà notre esprit. Alors, évident que ces réunions se préparent, on les a préparées depuis le bilan de 2017, et déjà sur le bilan de 2017, on commençait à avoir quelques inquiétudes. Par exemple, certaines interrogations. Est-ce que le championnat du monde de course dans la vase au ESO n'a pas une incidence sur le milieu? Est-ce que... Et c'était exactement ce qu'on avait demandé aux associations, c'est-à-dire d'avoir de l'imagination, de créer de l'émulation entre les associations, et c'est pour ça que ça a marché. D'autres questions, est-ce que les voiles à aviron, par exemple, depuis 3 sur le Goumelaine, n'ont pas non plus une incidence? Les feux d'artifice ont une incidence, parce qu'il y a eu à minuit en 2017, le jour, une envolée d'oiseaux sur le Vésit, à 1,5 km du feu d'artifice d'Arzon. Et c'est ça qui déclenche ce processus. Vous imaginez le nombre de feux d'artifice, et c'est une fois, un jour tous les 2 ans. Vous imaginez le nombre de feux d'artifice qui sont tirés autour du golfe dans le Morbihan tous les ans, tous les étés. Là, ça ne pose pas de problème. Alors, que les associations soient découragées, on commence à les comprendre. Et c'est ça qui nous fait peur. Et si on fait cette conférence de presse aujourd'hui, c'est bien pour alerter, pour dire, écoutez, si ça continue, eh ben, il n'y aura pas. Et qui prendra la responsabilité? C'est pas nous. Parce que, actuellement, ce qui nous est demandé par la préfecture, c'est que juridiquement, on ne peut pas l'exécuter. J'ai 79 ans, j'ai pas du tout envie de finir ma vie politique dans un quartier de Vannes à manger des oranges. Vous comprenez bien. Donc, on en est là aujourd'hui. Voilà. Alors, il était important, c'est notre situation, il est important qu'on puisse trouver une formule, parce que nous sommes, vous savez, on est quand même fiers
d'avoir organisé 9 éditions où on nous a félicités sans arrêt. Alors, si c'est comme ça, eh ben on le fera. Alors, est-ce qu'il y a une formule pour trouver une médiation? Je n'en sais rien. Mais voilà ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Et on est prêt à répondre à toutes les questions que vous poserez, à moins que quelqu'un veuille intervenir. Oui, on va voir voilà, Michel, les différents maires ou représentants des mairies. Voilà. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Moi, je parlerai pour la commune de Longmaquer. Je suis le maire depuis un certain temps et j'y étais déjà à la première édition en 2001, ce qui ne nous rajeunit pas, pour indiquer notre inquiétude. Et bien, dès qu'on a eu la connaissance que le feu d'artifice qui était prévu le samedi soir après la grande parade, donc était supprimé, puisque nous le financions avec la commune d'Arzon. Ce feu d'artifice était tiré donc, à Arzon, et les spectateurs qui étaient à Longmaquer pouvaient très bien en bénéficier. Donc immédiatement, en sachant cela, notre comité des fêtes a décidé de ne pas assurer l'animation le samedi, si ce n'est qu'on aura toujours quand même un certain nombre de bénévoles pour assurer de façon sérieuse et précise la circulation, et donc indiquer les lieux de stationnement pour les personnes qui viendront, parce qu'il y a quand même plusieurs milliers de personnes qui viennent à la pointe de Kerpenir pour la grande parade. Donc en démobilisant notre comité des fêtes, c'est l'esprit d'animation qui est en perte de vitesse, parce que cette semaine du golf, non seulement c'était la responsabilité du comité des fêtes de Longmaquer, mais aussi l'ensemble des associations. C'était un moyen de fédérer et de faire connaître les différentes personnes des associations les uns aux autres. Et au point de vue économique, c'était quand même un apport non négligeable pour la collectivité. Donc le comité des fêtes se mettait en place le matin à 10h et travaillait entre guillemets jusqu'à 1h du matin, une fois le feu d'artifice terminé. Ce qui veut dire que maintenant, une fois la grande parade passée, eh bien, l'afflux de population ira directement vers les voitures, et nous aurons de sérieux bouchons qui risquent de durer plusieurs heures entre Longmaquer et la RN 165, alors qu'il y avait une certaine fluidité depuis que nous avions le feu d'artifice. Ça étalait donc les départs, mettons, de la fin de la grande parade jusqu'à 1h du matin le lendemain. Merci. Y a-t-il d'autres intervenir? Tout à fait. Denis, oui. Donc, sur la Mormadène, aussi commune qui a participé dès 2001 à la manifestation et qui a pris beaucoup de plaisir. Il faut savoir que lorsqu'on organise ce type de manifestation, c'est quand même le monde maritime qui est en mémoire et qui se mobilise pendant 2 ans pour être présent. Et on voit l'engouement qu'il y a des flottilles qui viennent du monde entier et qui ont plaisir de revenir de chaque année et de retrouver leur marque. Et bien souvent, les visiteurs planifient, et on le voit au niveau des réservations dans les chambres hôtes et sur les hôtels, planifient leur visite par rapport à ça. Et si vous accueillez de la population, si vous leur donnez rien qu'un spectacle de bateaux qui naviguent à regarder, et que vous les accueillez pas en mettant des repas et en mettant des structures, et leur permettre aussi d'être un petit peu sur l'eau ou sur des endroits magiques du golfe du Morbihan, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y en aura aucun. On peut uniquement aller sur des ports importants et aller visiter les restaurants des ports importants. Au travers de cette fête, ce qui est important, c'est la mobilisation de tous les bénévoles. Une commune comme la Mormadène, c'est 250 bénévoles qui participent. Il y a à peu près 40 bateaux sur l'eau, rien que pour accueillir les flottilles des équipages. Donc toute cette mobilisation se fait dans, je dirais, dans une certaine forme de joie, d'émulation et de participation citoyenne très très importante. Et je crois qu'on a besoin actuellement, avec tout ce qu'on entend et tout ce que l'on voit, on a besoin de rassemblements, de gens qui partagent et de gens qui participent à une œuvre commune. Donc au travers de ça, on nous met de plus en plus de pression, c'est arrivé, on l'a compris. La dernière édition, par exemple, nous devions mettre des chicanes, veiller à ce qu'il y ait de la sécurité, veiller, nous étions en plein dans la période des attentats, ça se comprenait, et il fallait aussi donner de l'espoir et pas d'inquiétude aux gens. Donc on avait aussi des opérations sentinelles qui étaient
étaient présentes et en tant que maire, donc on les a assumées, et que ce soit le département ou que ce soit toutes nos communes rétro-littorales, tout le monde nous a donné les moyens de faire face, c'est-à-dire de mettre des grilles, de mettre des chicanes, d'apporter du matériel complémentaire. De plus en plus, on s'aperçoit qu'on a une réglementation de plus en plus draconienne où il faut veiller à tout. Moi, j'ai la chance sur ma commune d'avoir différentes îles, et on commence à nous dire qu'il faut commencer à interdire que les gens aillent sur les îles. Moi, je peux prendre un arrêté, je le dis souvent, on me demande pourquoi je ne prends pas un arrêté pour interdire qu'on se gare sur un trottoir ou qu'on se gare sur plein de choses. Après, il faut les moyens de faire respecter cet arrêté. Et c'est ça la grande difficulté que nous pouvons avoir. Lorsque ça se passe en bonne intelligence et que vous avez des milliers de visiteurs qui viennent vous voir, on les comprend, on arrive à les canaliser, on leur donne de la joie, on leur montre aussi des spectacles assez intéressants, on fait des feux d'artifice et le comité des fêtes fait venir des groupes, fait des repas et on permet que ces gens passent un moment convivial, à la fois à admirer le spectacle, à la fois à faire une belle fête. Mais si derrière on soit et qu'on mette de plus en plus de bénévoles à faire les gendarmes, à structurer les secteurs, à mettre des barrières, on n'a plus un événement qu'on peut participer, auquel on peut participer. On n'est plus dans un environnement qu'on respecte, mais un environnement où on peut à la fois s'extasier du paysage, s'extasier du spectacle proposé, mais aussi y vivre. Et actuellement, on a de plus en plus de contraintes, on nous demande de plus en plus quels sont les moyens que l'on peut mettre en place. Et je peux vous dire qu'à la fois les bénévoles se découragent, mais les maires aussi commencent à se dire comment on fait pour faire face à tout ça. On n'a pas pléthore de personnel, on n'a pas les forces de l'ordre avec nous. Et à un moment donné, on ne pourra pas faire face. Donc est-ce que c'est de jeter l'éponge et de se dire on arrête tout et on ne fait plus rien sur notre territoire? Est-ce que c'est ça qu'il faut qu'on fasse pour soi-disant nous préserver? Mais on oublie qu'on vit tous et qu'on a besoin à la fois de festivité, on a besoin à la fois de participation et on a besoin que les gens trouvent un spectacle et puissent s'épanouir et profiter pleinement du secteur dans lequel ils vivent. Et je crois que la vraie question elle se pose. Est-ce qu'on doit tout interdire? Il y a beaucoup d'interdits actuellement, c'est pas logique. Est-ce que d'autres élus souhaitent s'exprimer? Je pourrais simplement ajouter que je disais tout à l'heure en introduction que nous avions eu sur les 9 éditions un encouragement des services de la préfecture. Ce qu'on ne retrouve pas, non seulement on ne retrouve pas cet engouement de la préfecture pour nous aider, mais je ne sais pas si je dois le dire, mais à la dernière réunion, j'ai été agressé. J'ai été agressé par le préfet. D'abord, il ne me laissait pas parler. Ensuite, il me dit, si c'est comme ça, je suis capable de faire appliquer la loi dans toute sa rigueur. Premièrement. Deuxièmement, vous avez de la chance qu'on ne vous fasse pas compter les œufs avant le feu d'artifice et après. Et troisièmement, les œufs de Goualan, il faut préciser. et troisièmement, Monsieur le Président, on vous fait un cadeau. On vous fait un cadeau. On ne vous fait pas payer les gendarmes. Dans ces cas-là, avec la bonne volonté, ou ça change, ou on change d'esprit, et on fera parce que nous, on veut faire la semaine du golf. Parce qu'on est trop fiers de ce qu'on a fait depuis 20 ans, et pour que ça ne s'arrête pas là. Mais il y a un certain nombre de conditions. Est-ce qu'il y a d'autres élus qui souhaitent s'exprimer? Oui, Juste un petit mot, parce que je rejoins tout à fait monsieur, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites. Sachez que nous, sur Sarzeau, nous sommes très fiers de cette semaine du golf. C'est un événement qui est attendu quand même tous les 2 ans. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de restrictions et ça fera par mon point de vue, et je crois que Bernard me rejoint, c'est vraiment dommage qu'on arrive à stopper cette semaine du golf. Pour nos associations, c'est un événement très important, parce que tout le monde s'implique. D'ailleurs, c'est toujours les mêmes, puisqu'on vient de lancer les inscriptions, c'est toujours les mêmes associations qui souhaitent revenir, c'est donc c'est important. Et qui trouvent leur intérêt. Bien sûr, et puis bravo à nos associations aussi, parce qu'il faut vouloir être 3 jours. Par exemple, l'autre jour, vous savez que notre site n'est pas extensible, donc et c'est un événement qui est pris en charge quand même par la mairie également, par nos services d'animation. Et voilà, tout le monde travaille de bon cœur, et merci aussi à Anne et on voit qui nous suivent de très près dans les propositions de programmes, etc. Donc voilà, maintenant nous attendons aussi, mais c'est... Voilà.
Dans le prolongement de ce que vous dites, j'ai reçu un message donc, du maire de Sarzeau, mais qui s'exprime en tant que président du parc naturel régional. Je vous lis son texte. J'ai appris les mesures envisagées par l'État dans le cadre de la semaine du golf. Si elles devaient être mises en œuvre, cela ne manquerait pas de porter atteinte à ce magnifique rassemblement attendu de tous. Monde associatif, habitants, touristes, amoureux du golfe du Morbihan et professionnels. En qualité de président du PNR, je regrette que le PNR n'ait pas été associé aux mesures envisagées. La protection de l'environnement ne doit pas être utilisée de manière punitive. Le PNR est un espace de dialogue qui, s'il avait été consulté, aurait sans doute permis d'éviter la situation de blocage actuelle. J'apporte tout mon soutien à mes collègues maires, élus locaux et bénévoles du monde associatif pour qu'on puisse continuer à faire de cette semaine du golf une magnifique vitrine de notre territoire. Alors si vous permettez à ce stade, la semaine du golf, ça a été rappelé, c'est devenu, 10e édition, c'est devenu un événement majeur. Ça l'a été d'ailleurs très rapidement, parce que ça a été une réussite, c'est un événement gratuit, un événement qui cadre parfaitement avec la nature du golfe du Morbihan, qui permet à un très grand nombre de spectateurs de voir l'ensemble des flottilles dans différentes configurations, parce que le golfe est ainsi fait, c'est une sorte de stade nautique, et des rives du golfe, on voit parfaitement tout ce qui se déroule sur l'eau, et il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut avoir des événements comme cela, et on l'a dit, c'est un événement qui fédère les communes et les bénévoles qui sont dans les différentes associations. Bon, tout ça se passait très bien. Les questions de sécurité, Gilles Dufayet nous apportera dans quelques instants un témoignage en tant que responsable du SDIS. Les questions de sécurité ont toujours été prises très au sérieux par les responsables de la semaine du golf, qu'il s'agisse de la sécurité à terre ou de la sécurité en mer, avec de gros moyens qui sont déployés. Et il y a une réalité que personne ne peut contester, c'est que dans les 9 dernières éditions, il n'y a jamais eu un accident, il n'y a jamais eu d'atteinte portée à l'environnement qui a été relevée par qui que ce soit. Alors on sait très bien qu'il y a des gens qui sont très prompts à dénoncer des atteintes à l'environnement. Là, rien. Tout se passe à merveille. Et cette année, avec une attitude qu'a résumée Lucas Guéris, on a ce qu'on pourrait appeler, sans que le terme soit excessif, ce qu'on sent en tout cas comme une volonté de nuire, je dis bien de nuire, à l'événement. Parce que quand on décrète des mesures parfaitement absurdes, comme l'interdiction du feu d'artifice, ou l'interdiction pour le public d'accéder à un certain nombre de lieux qui sont les plus indiqués pour assister au spectacle. Parce que ça n'a pas été précisé, mais c'est dans les demandes, dans les prescriptions préfectorales, d'interdire par exemple le Monténo, qui est un endroit parfait pour voir. Au Cap-Pénir. Au Cap-Pénir. Bon, on se demande quelle est la motivation, à part une volonté de nuire à la manifestation. Pour revenir sur le feu d'artifice, ce qui est mis en avant, c'est la perturbation d'un certain nombre de goélands qui nicheraient sur le Grand Vésit, on l'a dit, à 1,5 km du lieu de tir du feu d'artifice, alors même que les feux d'artifice sont légion pendant tout l'été dans notre région, et que le Grand Vésit n'est pas un site protégé. Il y a d'autres sites protégés dans le Golfe, mais qui ne sont pas évoqués, c'est, comme par hasard, celui-là. Alors, on l'a dit, donc pour le département, c'est un événement majeur, ce sont des images qu'on voit sur plusieurs chaînes de télévision, qui sont toujours des images magnifiques, et qui pour nous sont une promotion assez exceptionnelle à la date qui convient, c'est-à-dire avant l'été. Nous y mettons 850 000 €. Oui, 850 000 €, donc c'est quand même pas un tout petit investissement. Nous en sommes, et je ne suis pas le premier autour de cette table à le dire, nous en sommes à nous demander si on doit continuer, si on doit maintenir l'édition. On atteint un degré d'absurdité dans les interdits qui sont posés, dans cette envie de perturber ce qui se passe bien, que nous nous posons de vraies questions sur la pérennité de l'événement. Ce qui serait grave, qui serait très grave. Sur le plan de la sécurité, Gilles, qu'est-ce que tu peux... Alors écoute, une réflexion particulière, une réflexion générale. Sur la sécurité, les services travaillent
techniquement pour améliorer les choses, parce que c'est un système éprouvé probablement, parce qu'il y a eu aussi une expérience des 9 premières éditions qui font que maintenant voilà, on arrive vraiment à une technicité dans le dispositif mis en place qui est tout à fait satisfaisant. Du point de vue du SDIS, par exemple, pour le SDIS qui, avec ses centres du golfe du Morbihan, tout autour du golfe, participe à la sécurité habituelle des populations, on renforce, on met un centre avancé, un centre décalé à Locmaria-Caire, on en met un également à Baden, on renforce le dispositif sur les îles, on renforce les brigades nautiques, là aussi, qui interviennent sur l'eau, alors même que ce n'est pas notre territoire naturel d'intervention, et tout ça en relation, bien évidemment, avec les affaires maritimes, avec la SNSM, avec le gendarmerie sur terre. Donc le dispositif est non seulement éprouvé, donc il est très largement renforcé. Donc c'est une surprise extraordinaire de voir effectivement, là aussi, des questions supplémentaires, tatillonnes, et presque, justement, qu'on interroge, y a-t-il pas autre chose? Réflexion plus générale, si vous voulez bien, également du point de vue d'un organisateur de grands événements. Je me demande s'il n'y a pas de poids de mesure. D'ailleurs, je me demande si parfois les services publics qui sont là pour accompagner et non pas pour restreindre ne manquent pas de technicité professionnelle d'un département à l'autre. Encore une fois, on fait des organisations comme celle-là, on en voit tous les jours à travers le territoire. Gratuite et populaire, rarement. Donc je me demande s'il n'y a pas une volonté d'engager systématiquement des moyens sur ce qui est payant, parce qu'il peut y avoir la facturation. Je rappelle que, par exemple, pour les forces de l'ordre, il n'y a pas de facturation possible sur un événement là aussi, qui ne dégage pas des ressources commerciales et qui ne vit pas, là aussi, d'un système de billetterie ou un système populaire. Il y a 15 jours, j'étais sur le rallye de Monte-Carlo, très populaire et gratuit. Vous aviez des voitures qui fonçaient à 180 km/h parmi des milliers de personnes au bord de la route. Je vous assure, effectivement, il y a une forme de danger. Personne n'imaginait qu'on puisse interdire ou poser là aussi des conditions de sécurité draconiennes pour empêcher les amateurs de se mettre tout autour du parcours pour regarder ce spectacle et profiter de ce spectacle. Les grands rassemblements populaires et grands suisses sont de plus en plus rares. On a la chance d'en avoir un magnifique dans le département. Je crois qu'il faut se battre pour le garder. Non, le fait que vous voyez des élus qui sont spontanément venus à cette réunion, qui a été organisée à la suite de la demande d'Emeka Guéris, qui vous avez senti que il y avait notre inquiétude, tout simplement. Une inquiétude, mais peut-être et cette agressivité plus que ça. On n'a pas. Moi, je voudrais élargir la question. Dans notre département, nous avons des relations avec les services de l'État qui sont évidemment nombreuses, quotidiennes et de nature d'ailleurs très différente. Nous sommes en relation avec le service des finances publiques, puisque, comme vous le savez, nos dépenses sont payées par le service des finances publiques, nos recettes encaissées par le service des finances publiques. Les relations sont parfaites, fluides, sans problème. Nous sommes en relation avec l'éducation nationale, pour les collèges. Là aussi, les relations sont absolument sans difficulté, c'est une coopération, on travaille avec le même objectif, et tout se passe très bien. Dans le secteur social, notre interlocuteur, c'est l'ARS. Un peu compliqué parce qu'il y a un manque de moyens, j'ai eu l'occasion d'en parler souvent, mais à titre personnel, les relations vont bien et on essaye de pallier les difficultés qu'on rencontre. Je dois dire qu'avec les services qui dépendent du préfet du Morbihan, les relations sont devenues exécrables. Je n'hésite pas à le dire. Et ça pose un vrai problème. Un vrai problème. Et ce qui se passe avec la semaine du Golfe, que je ne connaissais pas, parce que au quotidien, je ne le suis pas. Le 29 janvier. C'est exactement ce que nous éprouvons sur d'autres dossiers qui n'ont pas le même caractère public, mais nous avons un vrai problème actuellement avec les services du préfet du Morbihan, pour ne pas dire avec le préfet du Morbihan. Voilà. Je crois qu'il y a un moment où il faut mieux dire les choses. Moi, j'ai dû rentrer dans cette maison en 1973, quand j'ai été élu conseiller général la première fois. J'étais né. J'ai vu un certain nombre de préfets. Je n'ai jamais été traité comme ça. Et je n'avais aucun problème avec le préfet du Morbihan. Je l'ai encore félicité pour une intervention au Congrès des maires cette année. Je n'avais personnellement aucun problème.
Je suis agressé, mais agressé. Et je comprends pas. Si vous me permettez, j'ai une question. Ok, vous venez de faire le constat d'une situation de blocage. Aujourd'hui, comment peut-on envisager, avec quels moyens, d'en sortir? De quelle manière? On va pas... ok, on est tous un peu abasourdis, enfin, en tout cas parce qu'il me concerne, par ce que j'entends. Cela dit, la semaine du Golfe, c'est très bientôt. Hein. Oui. C'est après-demain. Et on pourra pas. On est en train de mobiliser chacun dans nos communes respectives des moyens, à les faire travailler sur des programmes, donc investir des moyens aussi. C'est pour les petites communes comme la nôtre, la semaine du Golfe, tous les 2 ans, c'est un événement qui est extrêmement important. Qui participe à la vie et au lien social et à l'attrait touristique aussi. Ça nous permet de faire connaître nos villages et ces lieux de bord de côte qui sont magiques. Qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'on peut faire? Écoutez, bon, la question est pertinente, mais là aujourd'hui nous mettons le problème sur la place publique. Parce qu'à mon avis, il doit l'être. Il doit l'être. Ça atteint un tel degré qu'il faut mettre les choses sur la place publique. Nous allons voir dans les tout prochains jours, parce qu'il y avait véritablement urgence. Urgence. Moi, je dis que c'est très simple. Ou bien le préfet renonce aux exigences les plus absurdes qu'il a posées aux organisateurs de la semaine du Golfe, et dans ce cas, tout se passera normalement. Ou bien il n'y renonce pas, et il prendra la responsabilité. D'ailleurs, il peut lui-même interdire la semaine. Il a les possibilités d'interdire la manifestation. Mais il n'a pas besoin d'eau, il interdit tout simplement la manifestation, mais il en prend la responsabilité. Mais il en prend la responsabilité. En fait, il faut qu'on le sache très vite, quoi, parce qu'on est déjà bien avancé dans notre programmation. Est-ce qu'il y a des rencontres prévues avec les services du préfet, justement, pour faire avancer le dossier ou pas? Est-ce qu'il y a des échéances déjà? Si je peux me permettre, j'ai été extrêmement bref dans mon propos liminaire, et je vais l'être encore maintenant. Nous, directoire, nous continuons à travailler. Nous avons eu une réunion du directoire ce matin, bien sûr, pour évoquer un certain nombre de problèmes d'organisation, non pas celui-ci. Simplement, nous n'avons pas les moyens, ni en personnel, ni les moyens juridiques, de faire respecter un certain nombre de directives qui nous viennent de la préfecture et peut-être de certains services subalternes, je ne sais pas, mais en tout cas entérinés par le préfet. C'est tous les feux d'artifice qui sont interdits ou c'est certains? Non, certains. Celui d'Arzon. Alors, celui d'Arzon. Oui, celui d'Arzon auquel on nous demande de transmettre au maire le fait que le feu d'artifice ne pourrait pas être tiré de la jetée, de Bornavalo, mais devrait être légèrement déplacé. Alors quand on sait que les oiseaux qui ont décollé étaient à 1,5 km, des goélands qui ont remplacé les sternes qu'il s'agissait de protéger à l'origine, qui ont dessiné les sternes. Quand on sait donc que ce feu d'artifice a gêné des oiseaux qui ont décollé puis qui se sont reposés à 1,5 km de là, c'est pas en déplaçant le feu d'artifice de quelques 50 mètres qu'on va changer les choses. D'autre part, il s'agit effectivement du Grand Vézy, qui n'est pas un site où les oiseaux sont protégés, alors qu'on oublie de nous parler d'Erlanic, qui est à côté, et qui est un site où les oiseaux sont protégés. C'est donc bien une volonté d'aboutir à ce que ce feu d'artifice, qui était là encore une fois pour que les spectateurs ne partent pas tous en même temps sur la presqu'île, etc., pour faire des départs échelonnés, que ce feu d'artifice soit finalement interdit, puisqu'on ne peut pas le tirer depuis les maisons. Donc, véritablement, si on ne peut pas le faire depuis là où il faut le faire en toute logique, c'est-à-dire la cale, eh ben, il n'y a plus de feu d'artifice. Je ne parle pas de la pointe du Monténot, où lors de la dernière édition, parce qu'il y a une espèce rare, à un endroit, il y avait un périmètre d'une 50aine de mètres carrés qui était un périmètre interdit.
qui n'est pas interdit le reste de l'année. Ni pour la petite parade où il y a autant de monde à l'arrivée. Mais le jour de la grande parade, c'était donc interdit. Maintenant, c'est toute la pointe. Une fois tous les 2 ans. Le piétinement anti-sauvage. Alors, tout ça nous paraît complètement invraisemblable. On nous demande également qu'il n'y ait plus de spectateurs qui débarquent sur l'île Longue. Je ne parle pas de la partie privée de l'île, je parle de la partie publique, la Cannes notamment. J'étais là-bas le dernier, avec mon bateau, il y avait une cinquantaine de gens, parce qu'il n'y a pas de navette pour y aller. Alors ce sont des gars qui ont débarqué en kayak, qui étaient là, qui étaient très bien pour regarder passer la grande parade. Ah ben non, il n'en faut plus. Qu'est-ce qu'on nous a demandé à la dernière réunion à la préfecture, à nous, organisateurs, de faire en sorte qu'il n'y en ait plus. Comment voulez-vous qu'on fasse? Ah, mais vous n'avez qu'à mettre des pancartes tout autour. Comme j'ai dit au préfet, par définition, l'île Longue est longue. Et je vois pas très bien comment on peut mettre des pancartes tout autour. Alors je me tourne vers le maire qui est concerné, qui va certainement, lui, mettre du personnel et des pancartes tout autour. Enfin, et puis d'ailleurs, qui irait à l'autre bout de l'île Longue pour regarder passer la grande parade? Bon, donc tout ça est un petit peu ébullition. Mais qu'est-ce qui explique ce changement d'attitude? Comment? Qu'est-ce qui explique ce changement d'attitude? Pourquoi? Parce que bon, c'était déjà M. Le Dun il y a 2 ans. Ah ben tout s'est bien passé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'était sa directrice de cabinet qui, lors de certaines réunions, quand il y avait des réactions un petit peu, c'était vous la paix avec ça. Ce qui n'est pas le cas cette année. Ce qui n'a pas été dit là, mais je voudrais insister là-dessus, c'est le caractère international de la semaine du Golfe. Nous recevons au directoire des courriers, quelquefois on en publie quelques-uns, des courriers de la part de visiteurs étrangers, de participants étrangers à la semaine du Golfe, qui disent jamais ils n'ont été, et moi-même qui étais à beaucoup d'événements maritimes, jamais on a vu un événement aussi sympathique, aussi bien organisé, aussi doux pour l'environnement, enfin à tout point de vue. Nous avons pris, nous, au directoire, des mesures en faveur de l'environnement supérieures à celles qui nous étaient imposées. Nous avons été les premiers à faire une étude d'impact environnemental, alors que ça n'était une étude d'incidence, parce que zone Natura 2000, alors que ça n'était pas encore obligatoire. Mais on s'est dit, un jour ce sera obligatoire, on va la faire d'avance. Nous avons fait respecter des interdictions de survol aérien pendant la semaine du Golfe, qu'il n'y a pas le reste du temps. Alors, la veille ou le lendemain de la semaine du Golfe, les oiseaux, ça ne les dérange pas. Mais pendant la semaine du Golfe, ça les dérange. Enfin voilà, tout est à cette mesure. Nous avons pris des dispositions pour éviter les gobelets jetables, etc. Enfin, on a été les premiers, évidemment, à se préoccuper de l'environnement. Pourquoi avons-nous, comme je le rappelais tout à l'heure, monté la semaine du Golfe? Et souvenez-vous, il y avait eu les ricards, on se disait, bon, maintenant tout est nettoyé, il faut qu'on le prouve, il faut qu'on le montre. Nous avions donc tous, car la semaine du Golfe a été montée par des gens comme moi, qui sont des amoureux du Golfe. Tous, on avait en tête, bien sûr, d'organiser un événement à échelle humaine, de subdiviser la flotte en différentes flottilles pour qu'il n'y ait pas de gros afflux, enfin, de faire en sorte que nous respections au maximum l'environnement. Il y a une question là, oui. Oui, j'ai noté moins de bateaux. Quelqu'un a dit moins de bateaux. Non. Moins de bateaux participants. Oui, non. Demande. La demande de la préfecture. La préfecture doit dire qu'il y a moins de bateaux, moins de voiles aviron. C'est vrai qu'on peut imaginer une semaine du Golfe sans bateau. Oui, c'est un peu ça. C'est très flou, c'était... Bon, c'est dans le bilan 2017, hein. Mais il n'y a pas de moindre argument là-dessus. Et on vous demande d'avoir moins de bateaux participants. Ben, j'oserais pas, vous lire tout ce que... Si, allez-y. Non, mais c'est écrit, hein, donc, puis c'est pas moi qui les ai écrits. Mais le niveau d'aberration... Alors, on parlait des feux d'artifice. Ah oui, on est là pour ça. Si tu me permets, non, mais juste lire ce qui est écrit dans le bilan qui a été établi par les services de l'État et daté du 12 juin 2017, à l'issue de la dernière édition. Parce que l'interdiction du feu d'artifice, qui était conjointement, jusqu'ici, organisée par les communes de Locq-Mariaquer et d'Arzon, et je me permets de le rappeler, hein, sous le contrôle de M. le maire, c'est un feu d'artifice qui était, si je puis dire, mais presque négocié avec les services de la préfecture dans les éditions précédentes, qui avait, bien sûr, un objectif festif comme tous les feux d'artifice, mais qui avait surtout, avec l'aval des services préfectoraux, ceux qui sont chargés de la sécurité publique, pour principal objectif, le maire l'a rappelé tout à l'heure, d'éviter l'engorgement à la fois sur la route de la presqu'île de Ruisse, tout le monde sait que c'est un cul-de-sac, et celle de Locq-Mariaquer, où le problème est le même. Donc pour éviter
à l'issue de la parade, c'est-à-dire vers 17h30, que tout le monde parte 18h, que tout le monde parte en même temps. Hein, pour éviter cela, l'idée, ça a été, tiens, on va faire un grand feu d'artifice. Les bénévoles, dans chacune des deux communes, organisent des grandes tablées, et du coup, ça permet de garder sur place jusqu'à la nuit tombée, pendant à peu près, je ne sais pas combien de temps ça dure, mais le feu d'artifice, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, ça permet donc de fluidifier sur les routes. C'était, non mais, quand on en discutait avec les services préfectoraux jusque-là, c'était un élément de sécurisation routière pratiquement. Bon. Alors maintenant, on dit qu'il ne faut plus faire le feu d'artifice. Mais je vais vous dire pourquoi il ne faut pas le faire, parce que c'est écrit, encore une fois. Donc, voilà, il a été constaté un gros décollage d'oiseaux sur le petit Vézite. Bon, comme j'ai dit, ça prouve qu'ils ne sont pas sourds quand même. Généré par le bruit du premier tir. Bon, alors que le feu était tiré à 1,5 km environ. Le retour des oiseaux a été assez rapide après ce premier tir. Ces constats ne permettent pas de dire que l'envol des adultes a pu avoir une incidence négative sur la survie des jeunes au nid. Bon, je vous fais grâce à la phrase suivante parce que là on est dans le sommet du ridicule, mais tout n'est pas atteint. L'évaluation des incidences Natura 2000 pourrait prévoir pour l'édition ultérieure un déplacement des feux les plus proches, etc., et un comptage, tenez-vous bien, des poussins avant et après tir pour apprécier l'impact réel de la désertion temporaire des nids par les adultes. Le président Kagaris l'a rappelé, on a 1,3 équivalent temps plein pendant la semaine. On ne voulait quand même pas, donc on a... Et imaginez, moi, ce que j'ai essayé d'expliquer au préfet, je dis, monsieur le préfet, mais imaginez que je trouve plus de poussins après le tir d'artifice qu'avant, là vous allez nous demander de la faire non pas tous les 2 ans, mais tous les ans. Non mais, excusez-moi, mais c'est courtelinesque, pardon, monsieur le président, mais ce sont des choses comme ça. On veut interdire la servitude de passage piéton sur la pointe du Monténot. Il ne fallait pas l'instituer alors. Bon, et au nom de quoi? Bon, c'est un des principaux lieux de visibilité de la grande parade. On veut interdire les mouillages aussi, dans des zones du golfe du Morbihan qui sont considérées. D'abord, il y a des zones où il y a des mouillages qui sont est-Berder, on veut l'interdire. Il y a des mouillages qui sont organisés par l'État, autorisés par l'État. Ça figure sur les documents officiels marine, comme zone. Je précise en plus, sous le contrôle de Philippe Carrère qui s'occupe de la sécurité, la fois dernière, l'arrêté du préfet maritime de l'Atlantique qui réglementait, on va dire, la circulation, pour faire simple, dans le grand chenal du Golfe, pendant les 2 heures que dure la grande parade, prévoyait ces zones comme étant des zones de mouillage pour les bateaux visiteurs. Et aujourd'hui, on a un préfet terrestre, qui nous dit « Ah ben non, il ne faut pas faire ça, parce qu'il y a des herbiers, des austères. » Il y a une zone là où il y a à peu près 15 mètres de fond, et moi on est quand même allé vérifier, je ne suis pas scientifique, la Zostera marina, là, qui se développe dans la zone infralittorale, depuis la partie exondable des basses mers, jusqu'à des profondeurs de 3 à 4 mètres. Bon, et là, il y a 15 mètres de fond. Je ne sais pas si vous avez vu des pernaches aller gratter la nourriture à 15 mètres de fond. Non, mais franchement, on est face à des situations absolument ridicules. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Et interdire l'île Longue, interdire le petit Vézite, vous avez 9 îles îles et îlots dans le golfe du Morbihan qui sont juridiquement considérés, puisqu'on est quand même dans un état de droit, le président Moulard le rappelait. Là, il y a 9 îlots, ce sont des arrêtés préfectoraux, puisqu'ils considèrent que ce sont des zones de biotopes. Des questions environnementales, en fait, uniquement. Exclusivement. Pour être tout à fait honnête, cette année, ça n'est que ça. Par précision, vous avez parlé d'interdire les accès dans les îles, mais je suppose que ça ne concerne pas les îles habitées, la c'est les îles non respectées. Non mais monsieur, quand il y a eu... Ce sont des îles privées. Ce sont des îles privées en plus. Et naturellement, les gens débarquent sur les strands. C'est illégal. Où là, effectivement, c'est public, mais pas sur l'île elle-même, puisqu'elle est privée. L'île Longue, c'est le cas typique, il y a assez souvent des gens qui s'arrêtent, par exemple, en kayak. Dans les îles, les gens vont s'arrêter. C'est la question qui a été retournée au préfet d'ailleurs. Je suis obligé de vous répondre vraiment à la chose suivante. J'ai fait remarquer ça lors d'une réunion qui s'est assez mal déroulée à la préfecture, pas la dernière mais dans les jours précédents. Personnellement, évidemment, je dirai le nom, à qui le préfet donnait la parole.
Alors, il dit, non, l'île longue, difficile. J'ai dit, mais attendez, moi, ces îles-là ne sont pas frappées par des arrêtés c'est pas des zones de nidification. Les gens, ah oui, ça devrait. Ah oui, mais alors il n'y a plus d'état de droit. Ah non, mais Gérard, qui était à mes côtés, vous entendez ça de la part d'un fonctionnaire de l'État, excusez-moi, ça fait froid dans le dos à un moment donné. Hein. Ça devrait. À nom de quoi? Il nous demandait aussi au départ, le préfet terrestre, dont c'est pas la compétence, là j'ai encore les écrits, de doubler les moyens de sécurisation sur l'eau. Vous m'étonnez pourquoi on double les moyens, il n'y a jamais eu le moindre pépin. Comme ça, on ne sait pas pourquoi. Alors je précise que les relations avec le préfet maritime passent très bien. Excellent. Très bien. Alors qu'ils sont considérables. Tous ceux qui connaissent la semaine du Golfe, les moyens sont considérables. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a jamais d'accident. C'est pas un truc du bois. Voilà, l'état des lieux. Alors, pour répondre à la question de Madame tout à l'heure, il est évident que nous sommes ouverts à toute discussion, à toute médiation, à condition qu'on puisse réaliser ce qui nous est demandé. À partir de là, je pense que nous sommes trop fiers de ce qu'on a fait depuis 20 ans pour abandonner sur un coup de tête, sur une réaction, sur des réactions. Mais est-ce que la préfecture est au courant? Parce que je m'en ai parlé, ce qui m'a dit, si vous continuez comme ça, il n'y aura pas de changement. Voilà. La question est parce que le propos est déposé à la préfecture. Ah ben, mais clairement. Bien sûr. Clairement. Si vous permettez, comme le disait monsieur, effectivement, ce sont des questions environnementales qui deviennent bloquantes. Pas seulement, oui. En partie quand même. Notamment. Voilà, notamment. D'après la lettre que vous avez reçue de la part du président du PNR, de M. David Lapartien, il n'était pas informé. Voilà. Donc, est-ce que peut-être son intervention pourrait, au titre de la médiation, apporter de l'apaisement et ouvrir une discussion qui aujourd'hui semble fermée? Si je peux me permettre, lorsque déjà nous avons eu vent de l'interdiction de ces feux d'artifice. Oui. Voilà. Notre maire, M. Lapartien, avait déjà fait un courrier adressé au préfet. Le préfet a répondu d'ailleurs. Il en a tenu compte. Alors, c'est vrai que suite à la réponse du préfet, on se dit, mais où va-t-on, quoi? Et on a eu cette réunion, donc, à la préfecture la semaine dernière, voilà, donc maintenant on attend. Mais j'ai eu David Lapartien au téléphone hier, puisqu'il était. Il avait rendez-vous aujourd'hui avec la première ministre d'Écosse, et c'est d'ailleurs pourquoi il nous a écrit ce bruit. Moi, juste deux petites questions. Arzon, donc le feu d'artifice est annulé, c'est définitif ou, suivant ce que décide la préfecture, vous pouvez le rétablir? Et deuxième question, pour vous, quelle est vraiment la butée pour avoir une réponse définitive et des avancées au-delà de laquelle vous nous dites de toute façon, vu le laps de temps, on ne pourra pas organiser comme on veut et donc on arrêtera. Qu'est-ce que vous fixez comme date? Moi je pense que si d'ici 15 jours l'affaire n'est pas réglée, la semaine du Golfe n'aura pas lieu. Je crois qu'on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas aller plus loin. D'abord, il faudrait si on est en face à face, il faudra d'abord un peu changer de ton. Je pense que je vous ai dit que les 9 éditions précédentes n'ont été faites parce qu'on avait, de la part de la préfecture, des services préfectoraux, une aide des gens convaincus qu'il fallait la faire. Là, on n'est pas convaincus. Alors, si c'est des systèmes par dérogation, quand le préfet écrit qu'il faut supprimer les feux d'artifice et qu'il le dit après, je ne l'ai jamais dit alors qu'il a signé, comprenez que je mette un doute sur ce qu'on me dira demain matin. Excusez-moi, les questions environnementales qui ont été soulevées, elles ont été constatées par quel organisme? Ah, rien. Enfin, peut-être, mais on n'a jamais eu de communiqué. C'est pour ça qu'on ne peut pas répondre. Le seul constat, je viens de vous le lire. Non, mais là, on a affaire d'un point de vue juridique,
totale improvisation. Parce que excipé de la nécessité de protection d'un îlot qui n'est pas protégé au titre des oiseaux, de la présence des oiseaux, en droit, ça ne tient pas beaucoup. L'exemple qui a été donné sur les mouillages dans des zones qui sont des zones de mouillage définies par le service hydrographique de la marine, qui figurent comme telles sur les cartes, et où il ne peut pas y avoir d'herbier parce que les fonds sont nettement plus importants que là où les poussent, ça ne résiste pas non plus à l'examen. Donc on a affaire à, j'allais dire, des sortes de foucades de la part de l'administration, des règles qui ne sont pas fondées et des espèces de menaces d'interdiction qui sont difficilement explicables, sauf, je le disais tout à l'heure, à vouloir nuire à une manifestation. Ça n'est rien d'autre. Et ça, c'est assez terrible. Parce que comme vient de le rappeler Mécariéris, c'est une manifestation de grande ampleur, qui est faite avec des moyens limités, avec énormément de bénévolat, avec des budgets qui sont, somme toute, assez faibles quand on les compare aux très grandes manifestations nautiques, qui ont des budgets 10 fois supérieurs, Brest, etc. C'est très décentralisé, ça repose sur les associations, sur les communes, et donc s'il n'y a pas un concours actif des services de l'État, on n'arrive pas, tout simplement. Et si ce sont des bâtons dans les roues à tout instant, les gens se découragent, se mettent en colère, et puis tout s'arrête. C'est ça le vrai problème que nous avons. Ça ne devrait pas se passer comme ça, et ça ne s'est jamais passé comme ça. Tout au contraire. La dernière édition, il y avait quand même des prémices. Oui, non, on voit bien. Monsieur le Président, sur le compte-rendu de la réunion de la DTTM de février 2017. C'est l'organisme. La DTTM. Les prémices de... Je lis mouillage et échouage. La zone d'échouage des Yaux, la plus Goumelin, doit être localisée plus précisément pour vérifier d'éventuels enjeux. Afflux des visiteurs. Les points potentiellement problématiques sont Kerpenir-Locmariaquer, Pointe d'Arzon, Faugeot, Kervert et voire potentiellement le ESO si épreuve sur habitat d'intérêt communautaire. C'est notre championnat du monde de course dans la base qui est en danger. Qui est assez folklorique, il faut quand même le dire. Quand on parlait de prémices, il faut savoir que la dernière édition, il y a eu des contrôles de la part des services de l'État, de certains services de l'État au niveau de la sécurité et surtout des vitesses dans le golfe et ce genre de choses. Et les contrôles ont été faits sur beaucoup de bénévoles qui faisaient du débarquement. Donc Gérard et moi, on s'est mobilisés, on a réussi de réunir tout le monde autour de la table pour, je dirais, calmer le jeu, que tout se déroule dans les meilleures... Oui, ça s'était déjà tendu là-dedans. C'était déjà tendu, tout ça. Bon, tout le monde avait mis du sien, on avait trouvé des solutions. Mais néanmoins, on avait déjà eu une première réaction de l'ensemble des bénévoles des ports sur notre secteur, où ils avaient annoncé qu'ils se mettraient tous en grève si les contrôles devaient perdurer de cette façon-là. Donc nous, en tant que maire, ce que l'on a fait, on s'était concerté et on a demandé à tous nos bénévoles de bien vérifier qu'ils avaient bien l'armement qui allait bien, qu'ils avaient bien leur gilet de sauvetage et que tout se déroulait dans les règles. De toute manière, on engage à chaque fois notre responsabilité. Mais c'est la participation de tous et on ne peut pas avoir des sanctions du contrôle de façon intempestive. Alors on connaît tous nos responsabilités et tous l'engagement que l'on prend lorsqu'on organise cette bataille. Et là, je comprends la réaction des organisateurs parce que c'est pas au moment de la manifestation, on est bien avant. Et donc si ça commence comme ça promet. Ça promet, oui, c'est vraiment. C'est exactement le message qu'on veut passer et merci de le comprendre comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut le faire que si on est garanti et soutenu. Du soutien, mais du soutien des services de la préfecture. Pas d'autres questions? Merci. Merci beaucoup.